17% de la population africaine utilise le réseau social Facebook, soit 206 161 000. Au Kenya, par exemple, TikTok domine les réseaux sociaux avec un taux de popularité de 54%. Entré dans le quotidien des Africains et donc des Togolais également, il se présente également comme une menace pour plusieurs, d'où l'interrogation du jour. Des réseaux sociaux à la prison, où se situe le mal? Pour en parler, nous recevons donc sur ce plateau pour vous Gideon Monipaki. Il est juriste de formation. Gideon, un grand plaisir de te retrouver sur ce plateau aujourd'hui après une très longue durée, c'est ça? Oui, c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec toi, Coco. Ça va? Très bien. Alors, j'avoue que tu es dans la posture d'un Premier ministre. Est-ce que je peux me permettre? Non, pas du tout. Non. Alors, Mensah Songbagué, il est entrepreneur digital. Il est vraiment, il aime tout ce qui est digital. Et aujourd'hui, nous parlerons des réseaux sociaux également avec lui. Mens, ça fait plaisir de te retrouver sur le plateau également aujourd'hui. Plaisir partagé, maestro. Bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs et lectrices. Un plaisir d'être là. Alors, la seule dame que nous avons également sur ce plateau, c'est Charlotte Anamink, communicante de formation. Charlotte, ça va? Ça va très bien. J'espère que vous tous vous portez très bien. Un plaisir d'être aussi sur ce plateau et de débattre sur ce thème avec vous. Ça fait également un plaisir. Nous attaquons alors directement le sujet du jour, Gideon. Alors, quand nous observons, ou quand particulièrement vous observez aujourd'hui les réseaux sociaux, quelle est la perception que vous avez de la mentalité des jeunes africains, notamment des Togolais, qui sont sur les réseaux sociaux? On va peut-être parler beaucoup plus aujourd'hui de Facebook, de TikTok. Quand vous voyez aujourd'hui l'environnement, et comment est-ce que vous percevez ou vous pensez que les Togolais perçoivent ces réseaux sociaux en allant sur les réseaux sociaux? Alors, déjà, merci pour la question et l'invitation. Je vais répondre en 2 mots. Okay. Tout le monde est indispensable. Tout le monde pour quelle raison? Tout le monde parce que les réseaux sociaux ne laissent plus personne indifférent. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, d'une façon ou d'une autre, nous sommes amenés à nous intéresser aux réseaux sociaux. Donc, l'on dit qu'il existe une grande partie de la population, qu'elle soit jeune ou pas, qui soit intéressée par les réseaux sociaux. C'est une évidence. Maintenant, le deuxième élément, c'est que ça devient indispensable. On peut mener un long débat autour de ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien sur les réseaux sociaux, mais d'une façon ou d'une autre, il devient quasiment impossible de vivre sans les réseaux sociaux. Parce que ce soit les informations politiques, sociales ou économiques, que ce soit les activités liées à l'entrepreneuriat, ou même que ce soit les activités liées aux services régaliens de l'État, il y a énormément, pour ne pas dire tout, passe par les réseaux sociaux. Donc, il ne s'agit pas de faire une analyse sur la perception rien que de la population juvénile qui s'y intéresse, mais il s'agit plutôt de voir plus large au niveau de toute la population. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe une personne qui peut encore y résister? Je ne dirais pas non, parce qu'on ne dit jamais jamais, mais je crois qu'il serait de plus en plus difficile de se défaire de ce truc qui devient indispensable. Nous parlons des réseaux sociaux qui sont devenus aujourd'hui incontournables dans le quotidien des Africains également, sinon des Togolais, puisque nous sommes au Togo dans cette émission. Alors, mince, est-ce qu'on peut aujourd'hui, on peut se permettre de dire que quand on parle aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est carrément un monde, c'est un monde dans lequel nous sommes avec sa vie, son style de vie, sa manière, ses règles, ses principes et tout? Bien évidemment, parce que aujourd'hui, avec le numérique et surtout les réseaux sociaux, nous assistons carrément à un autre univers que chacun se crée pour lui-même et dont on crée notre propre vie avec les amis, les profils que nous avons. C'est-à-dire, on s'invente une autre réalité dans ce monde-là. C'est-à-dire, on s'invente une autre personnalité qu'on met en branle dans cet univers. Il y a quelques temps, Facebook devait lancer le projet Metaverse, qui a été vraiment lancé, qui consistait carrément à créer un univers parallèle à ce que nous vivons aujourd'hui. Bien sûr, ce projet n'a pas trop marché. Donc, c'est pour répondre que oui, les réseaux sociaux et le numérique en général sont un monde carrément qui est là et dans lequel vivent des profils.
on crée des profils et on vit des vies différentes de ce que nous avons dans le monde physique. Donc oui. Alors, est-ce que, Charlotte, tu penses également que quand on parle des réseaux sociaux aujourd'hui, on paraît beaucoup plus sur les réseaux sociaux et qu'on ne vit pas ou qu'on ne manifeste pas notre originalité, notre vraie personnalité sur les réseaux? Disons qu'aujourd'hui, en parlant des réseaux sociaux, chacun veut pouvoir mettre son profil en avant et chacun avec ses objectifs. Donc, il y a des gens qui sont là sur les réseaux sociaux pour le paraître. Il y a d'autres qui sont là pour s'extérioriser dans d'autres vies, comme vient de le dire Mince. Et il y a d'autres qui sont là pour montrer de l'originalité, ce qui n'est pas commode sur les réseaux sociaux parce que beaucoup viennent uniquement pour gagner en popularité et pour avoir une viralité, pour avoir des abonnés d'ici et de là, afin de gagner plus tard en toutes circonstances. Donc c'est en quelque sorte cela, je vais dire. Super. Alors, Gideon, est-ce qu'aujourd'hui, je posais tantôt la question de la perception, tout simplement parce que j'ai eu dire que sous d'autres cieux, par exemple, quand on va en Chine, quand on va dans les pays occidentaux, par exemple, la manière de percevoir le réseau social est peut-être différente de la manière ou de la conception qu'on donne à la chose chez nous, en Afrique, dans la manière de l'utiliser. Est-ce que tu partages cette perception des choses? Alors, disons que tout dépend, en fait, de ce que je peux appeler la maturité sociale de nos populations. Quand vous citez le cas des populations en griffe occidentale, les réseaux sociaux ont été conçus sur la base de leur culture à eux. Okay. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'une pédagogie particulière pour qu'ils puissent comprendre quelle utilisation en faire. Les réseaux sociaux ont été conçus sur la base des réalités qui sont la leur. Sur la base de valeurs qui sont les leurs, sur la base de vertus ou peut-être de vices qui sont les leurs. Par contre, quand on revient en Afrique, les réseaux sociaux sont porteurs des valeurs des autres. Est-ce que cela s'accommode vraiment à nos valeurs, à celles qui sont les nôtres? C'est là qu'il y a vraiment une question. Donc moi, je pense qu'il manque en fait de pédagogie en Afrique. C'est là que le rôle de la pédagogie vient. Le porteur du réseau social, le vendeur du réseau social doit derrière informer sur la bonne utilisation de ces réseaux sociaux. C'est cet élément qui manque. Aujourd'hui, nous ne savons même pas en Afrique qui sont les concepteurs de ces réseaux sociaux. Nous ne savons pas. Vous avez donné pour commencer des statistiques que je crois fiables au sujet de l'utilisation des réseaux sociaux. Mais combien de personnes utilisant ces réseaux sociaux en Afrique sont au courant de ce que cela représente? Sous d'autres cieux, comme vous l'avez dit, il y a des statistiques qui sont menées au sujet du nombre d'heures qui sont accordées chaque jour à l'utilisation des réseaux sociaux. Combien de Togolais peuvent dire concrètement le nombre d'heures qu'ils passent par journée à utiliser des réseaux sociaux? Donc il y a énormément d'éléments qui font croire que nous ne comprenons pas réellement comment ça fonctionne et ce qui fait qu'on ne sait pas concrètement ce que ça nous apporte ou ce que ça ne nous apporte pas. Alors, si on peut se permettre de dire, je vais emprunter les mots de Gideon, que nous ne comprenons pas pour la plupart du temps comment est-ce que ça fonctionne. Et c'est-à-dire que en Afrique surtout, parce qu'il s'agit de ça aujourd'hui, sommes-nous victimes indirectement ou directement de l'utilisation des réseaux sociaux? Victime, moi je n'emploierais pas ce mot-là, victime, non. J'ai bien envie de dire, est-ce que nous sommes vraiment conscients? Nous sommes vraiment conscients de ce que nous allons chercher, des implications de l'utilisation des réseaux sociaux? Bon, en fait, c'est un outil, d'accord? C'est un outil, et un outil s'accompagne d'une notice, généralement bien mot d'emploi. Et quand vous allez sur Facebook, vous allez trouver les conditions générales d'utilisation. Non mais j'ai pas envie de te couper. En fait, normalement, c'est ça le... Ça me fait sourire parce que combien, même lorsque nous allons même sur Facebook, quand on dit tout ce que nous avons en tête ou sur WhatsApp, on veut juste être connecté, toutes les utilisations. Quand on dit, on ne prend même pas le temps de lire tous ces détails là avant de s'abonner ou encore de devenir utilisateur de ces réseaux. Je suis tout à fait d'accord. Mais à qui blâmer en fait? Est-ce qu'on doit blâmer le concepteur? Parce que si nous on ne prend pas le temps de lire, parce que comme Gideon l'a dit tout à l'heure, ça n'a pas été fait sur la base de nos réalités sociales. Si nous on l'utilise sans lire la notice ou bien sans lire le mot d'emploi, qui est-ce qu'on doit blâmer?
on doit plutôt nous blâmer nous-mêmes, pas l'outil. Parce que l'outil est accompagné, chaque outil, chaque application que nous avons sur nos téléphones a en son sein, c'est dans les réglementations. Il faut qu'il y ait les CGU, les conditions d'utilisation. Et ces CGU, normalement, permettent à l'application de se désengager lorsqu'il y a un problème. Donc, si toi, tu le prends et que tu ne lis pas ces trucs et que après il y a le revers qui te revient, qui est-ce qu'on doit blâmer? Est-ce que c'est l'appli ou toi qui es l'utilisateur? Donc, juste pour dire que nous ne sommes pas des victimes, c'est parce que nous avons refusé d'apprendre, tout simplement. Moi, je dirais ça. C'est pas, on va pas se victimiser, mais on a refusé de lire et d'apprendre davantage sur ces trucs-là. C'est pas, ce qui est sûr, c'est pas Facebook qui viendra organiser des colloques ou des séminaires pour apprendre aux Africains comment utiliser. Non. Parce que, à la base, le gars accompagne le truc d'une pédagogie. Il faut qu'on y aille. Et si les forces en place constatent que l'outil commence à avoir des impacts négatifs, ce sont les forces en place qui doivent plutôt impliquer ou bien, qu'on va dire, injecter de la pédagogie pour que ces populations puissent mieux comprendre l'utilisation de ces outils. Un exemple très simple. Si par exemple, s'il y a une marchandise qui vient au Togo et qui cause des maladies dans la population, il y a souvent une loi qui sort qui dit, écoutez, cette marchandise doit être retirée du marché. Voilà. Et donc, si Facebook aussi qui vient, et si les forces en place constatent que, ou bien les autorités constatent que c'est un outil qui a des impacts négatifs sur la population, soit on retire, soit on adopte la pédagogie pour apprendre à la population à mieux l'utiliser. Voilà. Alors, ça voudrait dire indirectement que si jusqu'à ce jour, il n'y a pas une décision de retrait, c'est que ça ne fait pas mal. Ça veut dire qu'on n'est pas encore conscient de l'impact. On n'est pas encore conscient de l'impact de ce réseau social, de ces réseaux sociaux aujourd'hui que nous utilisons. Alors, Charlotte, est-ce à dire que parlons des jeunes, puisque nous sommes des jeunes, nous, jeunes, qui allons sur ces réseaux, est-ce qu'on peut se permettre de dire sur ce plateau que pour la plupart du temps, plusieurs y vont sans savoir ce qu'ils vont chercher? Je peux dire que plusieurs y vont sans savoir ce qu'ils cherchent exactement. Parce que la plupart du temps, c'est du suivisme. Certaines personnes viennent sur les réseaux sociaux, certaines commencent à créer du contenu juste parce qu'ils ont vu qu'il y a certaines de leurs connaissances ou des amis qui y sont aussi. Mais ils n'ont pas vraiment d'objectif au départ. Ils se disent qu'eux aussi, ils veulent venir sur les réseaux, faire comme l'ami qui est à côté, faire comme le collègue, s'extérioriser, parler de ce qu'il a à dire. Mais beaucoup ne savent vraiment pas comment on utilise les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi, dans la plupart du temps, certains tombent vraiment dans des erreurs. Parce que quand tu es sur Internet, tout ce que tu dis ou tout ce que tu fais, ça reste en ligne en fait. Tu n'as plus de retour en arrière possible. Donc, c'est en quelque sorte ça. Alors, Gideon, aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus, ou nous allons parler beaucoup plus dans cette émission de TikTok. Parce que depuis ces 2 ou 3 dernières années, on réalise que ça prend beaucoup plus de l'ampleur par rapport à Facebook, où on voit que plusieurs qui avant faisaient des lives et tout ce qui va avec sur Facebook se sont reversés sur TikTok aujourd'hui. Comment l'expliquer? Comment est-ce que tu l'expliques personnellement quand tu observes tout ça? Qu'est-ce qui motive aujourd'hui les jeunes? On va parler des jeunes Togolais, puisqu'il s'agit de ça, à aller vers TikTok ou à aller sur TikTok. Alors, personnellement, je ne dispose pas de l'application TikTok sur mon téléphone, mais ce serait mentir de dire que je n'ai pas écho de ce qui se passe. Parce que à côté, j'ai Facebook, j'ai un compte Facebook, et de plus en plus, je constate que des liens... Rare, entre parenthèses, c'est rare de suivre des jeunes qui disent « je n'ai pas TikTok ». Je n'ai pas l'application. En tout cas, je ne l'ai pas. Je l'ai pas. C'est un choix personnel, je ne l'ai pas. Mais comme je disais tantôt, ce serait mentir de dire que je ne sais pas ce qui s'y passe. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour nous rendre adeptes de TikTok d'une façon ou d'une autre. Et je le disais avant que je ne sois interrompu, j'ai l'application Facebook et très régulièrement, il y a des liens TikTok qui apparaissent sur l'application Facebook. Alors, quelles peuvent être les raisons qui poussent des jeunes à quitter les réseaux sociaux que je peux appeler traditionnels vers le tout nouveau qui est TikTok? Je peux faire une analyse à distance en disant qu'il existe énormément de paramètres. Déjà, il faut voir
la façon dont cette application est vendue. Mm. Comment est-ce qu'elle est présentée, comment est-ce qu'elle est vendue. C'est une application qui semble offrir beaucoup plus d'interactions que les autres applications. Vous avez par exemple parlé des lives. Je crois que Facebook aussi donne des lives, mais est-ce que ce sont dans les mêmes proportions? Par exemple, est-ce que c'est dans la même durée de temps? Est-ce que c'est dans la même facilité d'accès? Est-ce que ça exige la même consommation de données? Je crois qu'il y a énormément de paramètres qui peuvent intervenir là-dessus. Mais d'un autre côté, il existe les interactions. Est-ce que c'est la même facilité de commenter, inviter d'autres personnes sur les lives? Je ne sais pas, je ne connais pas vraiment le fonctionnement. Donc, je pense qu'il y a énormément d'éléments qui rentrent en jeu dans l'analyse de l'attrait des jeunes pour ces réseaux sociaux. Mince, entrepreneur digital, on a envie de comprendre aujourd'hui, pour toi personnellement, qu'est-ce qui motive plusieurs à aller vers ce réseau, particulièrement TikTok aujourd'hui? Il faut dire que... en parenthèse, déjà, TikTok est beaucoup critiqué dans beaucoup de pays et en train d'être retiré de beaucoup de pays, contrairement à ce qui est cru en Afrique ici pour dire que TikTok est le plus... le réseau le plus utilisé. Voilà. Donc, pour revenir à la question, l'appli est beaucoup plus intuitive pour dire que c'est facile de consommer le contenu. C'est très facile parce que déjà, tu n'as pas besoin d'un compte. Ça, c'est déjà la base. Tu n'as pas besoin d'un compte pour consommer le contenu. Quand tu télécharges l'appli, tu peux déjà commencer à voir des vidéos directement. Ça fait que il y a cette facilité d'utilisation. C'est très facile. Et en deuxième position, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont friands du fast. C'est-à-dire des trucs faciles, des trucs vite faits, du contenu rapide. Et TikTok, ayant vu ça, ayant remarqué ça chez les réseaux sociaux, c'est ce qui manque. Parce que quand tu vas sur Facebook, tu vois une image, tu n'as pas toute l'info. Ou bien tu vois un long test, tu es obligé de lire tout. Ou bien tu vas sur YouTube, tu vois une vidéo de 1 heure de temps, tu es obligé de tout voir. Alors que sur TikTok, il y a les mêmes types de vidéos, mais en des formats courts. Ce qui fait que la consommation est plus rapide. Donc, ce comportement a été vu et le créateur a mis en place le produit adéquat. Et en plus, la troisième raison, je peux dire, c'est que il y a une facilité de proposition de contenu. Ça veut dire que si tu aimes regarder les contenus sportifs, il suffit de voir une vidéo sportive et après ça te revient, on te propose plusieurs systématiquement. Voilà, systématiquement. C'est pas ce qui n'est pas le cas, ou bien ce qui n'est pas le cas à l'arrivée de TikTok chez les autres réseaux sociaux. Ce qui fait que obligatoirement les autres réseaux ont dû intégrer cet algorithme chez eux pour pouvoir attirer d'autres personnes. Par exemple, quand tu vas sur Facebook, tu as les Reels qui se sont inspirés de TikTok. Quand tu vas sur YouTube, même chose, il y a ça. Sur Instagram, c'est la même chose, tu as ça. Donc, c'est pour dire que l'application est intuitive, facile à utiliser. Et pour ne pas répéter ce que Gédéon a dit, il y a facilité d'interaction, il y a facilité de commenter, enfin les interactions, tout, facilité de gagner, voilà, d'être rémunéré. C'est très facile d'être rémunéré sur TikTok que sur les autres plateformes de réseaux sociaux. C'est très très facile sur TikTok. Il suffit de remplir certaines conditions très simples en plus et tes vidéos ou bien tes contenus sont monétisés, comme on le dit souvent. Voilà. Alors, nous allons parler des intérêts aujourd'hui, de ceux qui utilisent beaucoup plus ce réseau, particulièrement chez nous au Togo. On constate, Charlotte, de plus en plus, on constate que ce soit des artistes, des influenceurs qui se prêtent au jeu de live. Oui. De plus en plus, ça devient aujourd'hui monnaie courante ou à longueur de journée. Vous voyez plusieurs artistes ou plusieurs de ces jeunes aujourd'hui entre griffes qu'on peut considérer comme des influenceurs ou sinon des modèles pour la société. J'ai bien dit parenthèse, qu'on voit sur ces réseaux en train de débattre. Et dans ces débats, soit c'est des invectives, soit c'est des mots difficiles qui sortent, soit on se retrouve avec des gens qui ont envie d'en découdre sur les réseaux. On se retrouve avec des gens qui se rentrent dedans, mais en même temps, on voit des milliers de personnes qui sont là, plusieurs jeunes qui sont là et qui suivent, qui aiment et qui tapotent, comme l'expression l'indique aujourd'hui. On dit tapoter, et qui tapotent
véritablement et les gens qui encouragent. Et chaque jour, on s'en rend compte aussi que les actualités, ça ne finit pas. Les gens crient des buzz entre Exactement. eux. Et comment on peut expliquer ce phénomène? On va le dire ainsi aujourd'hui. Selon toi, quand tu observes tout ça sur les réseaux, comment tu l'expliques? Le phénomène de live est devenu très 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 récurrent parce que chacun veut se mettre en avant et vouloir discuter d'un sujet qu'il ne connaît pas forcément afin d'attirer en fait des abonnés, afin de susciter de l'envie pour le contenu que cette personne crée. Du coup, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes même qui ont peu d'abonnés ou qui n'ont carrément aucune notion de ce qu'ils disent, qui sont sur les lives, histoire de discuter des informations, de discuter des informations, de bavarder, de dire plein de choses qu'ils ne connaissent pas forcément, juste pour attirer des personnes. Là, il y a un objectif de visibilité qui est mise en jeu. Beaucoup de personnes veulent se faire voir. Il faut savoir que les jeunes, aujourd'hui, ils veulent se faire voir par n'importe quel moyen. Si c'est pour raconter des mensonges, par n'importe quel moyen. S'il faut dire du n'importe quoi pour s'il faut dire du n'importe quoi, ils disent du n'importe quoi. S'il faut montrer du n'importe quoi qui ne va pas vraiment dans le bon sens des choses, ils le font aussi. Et cela suscite beaucoup de débats qui ne cessent jamais de finir. Donc, ils sont constamment dans des lives, constamment sur des sujets. Disons qu'ils veulent être visibles. Ils sont là constamment et dans l'objectif d'être visibles, de gagner des abonnés, de faire parler d'eux. Donc, je le conçois de cette manière en quelque Visibilité, gagner des abonnés. Oui. Alors peut-être, mais ça parlait également de... apparemment, ça paie aussi. Hein. Oui. Il y a TikTok aussi qui vous paie. Énormément. Énormément, quand vous gagnez des abonnés. Mais Gideon, quand on voit aujourd'hui nos artistes, nos stars, pas les moindres, qu'on retrouve très simplement sur les réseaux sociaux et parlant des artistes, des fois... c'est des débats assez qui font peur, des contenus, des paroles qui sortent où les gens ont envie de se détruire. Est-ce qu'on peut se permettre de dire que c'est du jeu? C'est une réalité qu'on est en train de vivre, et comment est-ce qu'on peut expliquer d'où est née cette situation qu'on est en train de vivre et dont on a l'impression que pour l'heure les décideurs ont envie de laisser les jeunes s'épanouir, on va le dire ainsi. Disons que ta question porte en elle énormément de questions. Je ne sais pas si je pourrais appuyer la totalité de ces inquiétudes. Mais pour parler du cas spécifique des artistes, il faut dire que les artistes, ce sont des personnes qui, par principe, sont des personnalités médiatiques. Et elles vivent de leur visibilité, comme l'a dit mes deux co-débatteurs. Elles vivent de la vue qu'on a sur eux. Eh bien, même si à la base, à l'origine, le travail d'un artiste est de composer des chansons, il faut comprendre que, comme toute activité, on a des périodes de vaches maigres et de vaches grosses, autant pour moi. Et donc, quand on connaît cette période de vaches maigres, il faut comprendre qu'on risque de disparaître un peu. On risque de ne plus être en vue. Alors, pour essayer de couvrir cette période de disparition, entre griffes, si pour utiliser l'expression, il faut faire des choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, les réseaux sociaux nous offrent l'opportunité d'être en vue, même si on ne fait pas de production musicale. Il faut créer donc des raisons d'être permanemment vu. Et je crois que ça peut justifier le fait qu'on attaque d'autres personnes, sans oublier qu'à la base, avant même d'être dans une période creuse, il y a des inimitiés. Dans l'exercice d'une profession, il y a forcément des inimitiés. On ne peut pas aimer tout le monde. Et ce qu'on peut appeler le show business, c'est une activité dans laquelle il y a forcément des gens qui n'aiment pas les autres. Et donc, pendant qu'on n'a pas la tête à composer des chansons et qu'on ne veut pas disparaître, alors il faut créer des discussions. Alors, le deuxième élément, il faut dire que nous appartenons à une génération qui refuse la censure morale. C'est-à-dire que nous voulons avoir le droit de tout dire. Nous ne voulons pas qu'on nous interdise de faire ou de ne pas faire certaines choses. Et donc, quand on trouve des personnes qui peuvent être, pas forcément des leaders d'opinion, mais comme vous l'appelez, des influenceurs, des personnes qui médiatiquement sont acceptées, quand on voit ces personnes nous donner l'opportunité de dire ce que nous pensons
sans en retour être poursuivi, alors on accompagne le mouvement. Vous verrez que de plus en plus, les contenus produits, c'est un contenu qui se trouve aux antipodes de la morale. Vous m'excusez de le dire comme ça, qui se trouve aux antipodes de nos valeurs à nous. Et vous verrez que la jeunesse accompagne cela. Parce que c'est une jeunesse qui est en quête de liberté. Ce n'est pas notre jeunesse à nous qui est comme ça. Ça a toujours été comme ça, la jeunesse. La jeunesse, c'est l'âge où on bouillonne. La jeunesse, c'est l'âge où on a envie d'expérimenter des choses. Et si donc on peut trouver un environnement propice à tout cela, alors on accompagne le mouvement. C'est peut-être certainement ce qui permet le succès de ces lives ou de ces échanges très virulents des fois qui portent des propos souvent très outrageux. Alors, mais est-ce qu'on peut dire que la jeunesse, c'est aussi l'amour de tout ce qui est déplacé, de tout ce qui ne respecte pas les normes, tout ce qui n'est pas valeur, tout ce qui, comment on peut dire ça, tout ce qui nous déshonore, tout ce qui ne nous permet pas d'avancer. Comment on explique ça aujourd'hui? Si par exemple, en écoutant tout de suite Gideon qui parle de cette jeunesse qui est en quête de liberté, constamment, de liberté au point où on se livre à tout sauf à ceux qui peuvent nous éduquer, à ceux qui peuvent nous former. Bon, moi les directs, comme on le dit, c'est un moyen très facile de rassembler beaucoup de personnes et de leur parler. Et c'est en même temps un public qui est là. Et quand on parle de public, c'est des gens qui sont prêts à consommer ce qu'on vend. Donc, les artistes, c'est le moyen pour eux de faire leur promotion, de parler de ce qu'ils ont comme produit, aller checker ma vidéo, ou des vendeurs qui disent venez acheter ceci. C'est des gens qui sont là et qui sont prêts à acheter, que ce soit l'art ou un produit. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de la musique va dire ok, Milady m'a envoyé cadeau, voilà. Donc c'est des gens il y a des vendeurs et il y a des consommateurs qui sont là. Donc, ce temps quand même... Est-ce que c'est des consommateurs conscients? En tout cas, conscients ou pas. L'essentiel, c'est qu'ils consomment. Ils sont des consommateurs. Donc, quelle que soit la personne qui est là, il est là pour vendre quelque chose. La personne est là pour vendre quelque chose. Et ces gens-là qui sont derrière 4 000, 5 000, 10 000 personnes, ils sont là pour consommer. Donc, le temps même de connexion sur le live, c'est déjà quelque chose que l'organisateur du live gagne. Déjà. Et après, ils vont poser des actions. Ils vont tapoter, qui sont des likes, qui enrichissent le compte et acheter des produits. Vous allez voir, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dépravation, mais ce qui est formidable aujourd'hui, vous allez voir des jeunes, par exemple, qui vendent des sacs et des gens achètent directement dans le direct. Des gens envoient de l'argent à la personne dans la boutique, la personne a le portable qui prend, la personne envoie de l'argent, il note. En même temps, il y a le livreur qui va livrer. Vous voyez, c'est une opportunité. Et moi, je pense que c'est parce que les méthodes traditionnelles ne fonctionnent plus. C'est ce qui nous pousse vers ces médias. Parce que sinon, il y a des médias normaux, il y a des médias traditionnels, la télé, la radio, presse, tout ce qui va avec, qui sont utilisés entre-temps. Parce qu'entre-temps, pour pouvoir se divertir, c'est la télé. Mais aujourd'hui, parce que ça ne marche plus pour eux, ça ne marche plus pour les opérateurs économiques, enfin, entre guillemets, ils n'arrivent pas à toucher le cœur, voilà, le cœur de la cible. Voilà, donc ce qui fait que sur les réseaux, ils sont là, ils les appellent, ils sont là, ils achètent. Et ça marche. Alors, est-ce qu'on peut dire, avant de passer la parole à Charlotte, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est finalement un moyen de divertissement pour atteindre d'une manière ou d'une autre des objectifs? On essaie de divertir le peuple, ou bien la jeunesse a besoin de se divertir et derrière les gens atteignent leur objectif. Oui, il faut dire pour leur agenda caché. Bien sûr, pour pouvoir faire avaler un produit, il faut satisfaire les besoins vitaux qui sont par exemple l'un des besoins, c'est le divertissement. Donc quand tu offres du divertissement, la personne est prête à acheter. Ou soit tu lui offres d'autres moyens, par exemple guérir une maladie, il y a plein de choses, mais quand même le divertissement, c'est un moyen facile pour appeler les gens et leur faire consommer ce que tu as. Comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est un outil. C'est un outil dont on n'a pas attaché une utilisation spécifique.
Tout le monde est libre de faire Voilà, ce qu'il en veut. tu l'utilises pour faire ce que tu veux. Donc, vous savez que les lives TikTok, moi, la première fois où j'ai vu qu'il y a possibilité de partager son écran, il y a la possibilité de partager son écran, par exemple, sur WhatsApp, où Il y a 8, 4 personnes, 6 personnes en même temps. où tu vas sur TikTok, où il y a la possibilité de faire interagir plusieurs personnes en même temps, comme sur Zoom. J'ai dit, waouh! Mais qui va utiliser ça pour une réunion Zoom, une réunion d'entreprise? Personne, parce qu'on sait que ça a été étiqueté comme du divertissement. Voilà. Alors Charlotte, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que la culture telle qu'on la voit aujourd'hui, sinon la musique chez nous au Togo, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, contribue à son éclosion, contribue à son avancement, ou bien quelque part portons un coup dur sur notre culture de façon générale? Gideon disait quelque chose aujourd'hui, quand on n'a pas la tête de composer, il faut créer quelque chose pour pouvoir maintenir la cadence. Est-ce qu'aujourd'hui ça fait plus de mal à notre culture, ou bien ça la fait beaucoup plus avancer? Est-ce que ça fait plus de mal? Est-ce que ça fait beaucoup plus avancer? Disons que dans les deux cas, il est tout à fait possible que certains de nos artistes ou des contenus que partagent certains de nos artistes ne puissent pas vraiment profiter aux consommateurs ou aux gens qui suivent, voilà, à la jeunesse. Mais dans la plupart du cas, cela reste toujours du divertissement. Et comme Hans vient de le dire, cela reste une aubaine pour eux de promouvoir, de créer du buzz en attente afin de capter en fait l'attention de ces gens-là pour promouvoir plus tard leurs produits. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à gagner derrière tout ce qu'ils font que nous ne connaissons pas forcément. Voilà, donc ils sont là tout le temps, ils font des lives, ils partagent des informations, mais eux, ils vont pouvoir rentabiliser dessus parce qu'ils savent qu'il y a quand même une large population qui les suivent et qui sont prêtes à passer à l'action quand ils vont demander certaines choses et autres. Alors, Gideon, des réseaux sociaux à la prison, on s'en rend compte de plus en plus, ces jeunes, sinon ces stars, ces influenceurs sur les réseaux sociaux, qui mine de rien, pour avoir passé du temps sur les réseaux sociaux, nous envoient en prison. Et comment on l'explique? On va pas nommer, peut-être donner des noms, mais le phénomène devient beaucoup plus récurrent, où la police après vient te chercher, où tu réponds de tes actes, ou ne serait-ce qu'avec une toute petite capsule des mots qui sont sortis, et tout de suite on te jette en prison. Comment est-ce qu'on l'explique? Le problème, il est où finalement? Alors, vous avez parlé des réseaux sociaux, vous avez pointé directement du doigt les réseaux sociaux, mais moi je dirais que c'est l'utilisation de tout outil qui appartient à l'environnement du numérique qui peut nous exposer aux représailles de la police ou des autorités en place. Il faut dire que même si, je vais peut-être citer des noms pour ne pas faire la publicité, même si TikTok, Facebook ou WhatsApp n'ont peut-être pas des sièges dans nos pays, les autorités en place ont quand même mis en place des dispositions qui permettent d'encadrer leur existence, qui permettent d'encadrer l'utilisation qui en est faite. Et à partir du moment où on va vers une dérive, où on va vers une défiance des tests qui organisent l'utilisation de tout outil du numérique, on peut s'exposer à des représailles. Nous parlons également de la diffamation, parce qu'il s'agit également de ça sur ces réseaux sociaux qui poussent beaucoup de personnes à se retrouver derrière les barreaux. Mince, j'ai bien envie de saluer au passage à Aristo pour faire sourire sur ce plateau un tout petit peu. On s'en rend compte des fois que ces personnes que les jeunes aiment bien, que les jeunes suivent, qui partagent des contenus, qu'on le veuille ou pas, qui intéressent naturellement les jeunes aujourd'hui, mais des fois tombent peut-être dans des travers où à la fin, ce qu'on entend, c'est quelqu'un qui vient déposer une plainte pour dire j'ai été diffamé, on m'a manqué du respect, de façon générale, je le dis de façon générale. Est-ce que c'est la question de la pédagogie par rapport à l'usage même de ces réseaux qui manque, ou c'est parce que peut-être le gouvernement le fait assez, mais ces personnes ne comprennent pas encore jusqu'où leurs limites dans leurs actions doivent s'arrêter? Je crois plutôt que c'est parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'on a entre les mains. Ce que c'est que les réseaux, leur implication. Parce que pour beaucoup de personnes, parce que j'ai aimé la première question que tu as posée, si c'est un monde. Pour beaucoup de personnes, le numérique, c'est un monde à part. Et
le monde réel là est aussi à part. Pour beaucoup de personnes, ils ne comprennent pas encore que, en fait, c'est la même chose. Ce n'est pas un monde virtuel. C'est pas un monde virtuel. Parce que la personne qui est sur le numérique, c'est la même personne qui est là. Donc, cette personne, le profil est relié à la personne physique. Donc, si le profil commet une erreur, c'est la personne physique qui paie les prix. Il y a pour beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. C'est ça, hein? Oui. Beaucoup ne comprennent pas. Ce qui fait que même pour utiliser les outils numériques, la machine même te vérifie si tu es vraiment humain. Ok. Parce que pour beaucoup d'outils, on va te demander je suis humain, tu dois cocher pour dire que parce que les machines ne sont pas autorisées à utiliser les machines. Ce sont les humains qui l'utilisent. Donc il faut qu'ils vérifient si tu es vraiment, donc pour dire que c'est beaucoup plus une conscience, c'est-à-dire on n'est pas conscient de ce que on a entre les mains. Et en deuxième position, beaucoup d'entre nous ne prenons pas la peine de s'informer je parle sous le contrôle du juriste. Ne prenons pas la peine de connaître les tests qui réglementent les secteurs dans lesquels on met les pieds. Mais est-ce que pour être sincère et franc sur ce plateau, combien prennent le temps d'aller chercher les tests qui réglementent l'utilisation, par exemple, d'un réseau social? Mais même les tests dans la vie normale, combien de jeunes aujourd'hui connaissent la Constitution, connaissent les règles de vie quotidienne? On vit simplement. Oui, qui blâmer? C'est toi. C'est la question. Tu n'es pas allé chercher. Parce qu'aujourd'hui, pour trouver le code pénal, c'est quelques secondes. Oui. Super. Code pénal togolais. Entrée. Mais est-ce qu'on a même envie de lire? Est-ce qu'on cherche à lire? Alors Charlotte, nous tendons véritablement vers la fin de cette émission et rentrer dans la deuxième partie avec notre invité que nous avons déjà. Je voudrais savoir, très souvent, on est étonné. C'est-à-dire que plusieurs de ces acteurs, à la fin, on est tranquillement chez nous à la maison et tout de suite on nous tombe dessus. Ouais. C'est la police qui est là et dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ce n'est pas les gens qui en veulent à ma vie ou bien c'est parce que je ne suis pas aussi important que d'autres personnes qui influencent plus? Est-ce qu'on va dire quelque part que c'est parce qu'on méconnaît la loi? Disons que à mon humble avis, je pense que la constitution togolaise offre quand même une large une liberté d'expression, mais sur les réseaux sociaux, la plupart de ces personnes-là pensent que ce sont des moyens de communication, de divertissement où on peut exprimer ses joies, ses peines, ses frustrations et autres. Et beaucoup tombent dans la spontanéité. Okay. Quand tu crées du contenu et que tu ne sais pas dans quelle ligne éditoriale diriger ton contenu, tu tombes dans beaucoup de choses qui peuvent te rattraper plus tard. Et c'est le cas, un peu le cas des lives où il y a des gens, ils sont là pour créer d'autres contenus sur toi, le contenu que tu crées. Donc quand tu fais un live, il faut t'attendre à ce que ce live soit peut-être partagé, diffusé, et toi tu n'en as pas vraiment conscience, mais ces contenus-là peuvent être des preuves qui peuvent t'accuser plus tard sur des choses que tu as peut-être mal dit, des diffamations et autres. Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas et ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Donc, c'est normal que quand tu es là, tu crées du contenu sur la vie de d'autres personnes et que tu n'es pas conscient de la véracité de ce que tu dis sur d'autres personnes, cette personne peut venir te dire que non, monsieur, tu es en train de mentir sur moi, et surtout si ce sont des personnes publiques qui ne veulent pas qu'on porte atteinte à leur image. Donc, c'est net, c'est clair et net que tu vas être là, tu vas faire une gaffe, on vient de t'attraper, on te dit non, toi tu as commis telle erreur, tu dois aller en prison. Ça pilule aujourd'hui des plaintes déposées constamment où, mine de rien, celui-ci a déposé plainte, l'autre a déposé plainte. Et ce qui est inquiétant aujourd'hui, Gideon, c'est que pratiquement c'est le même réseau, c'est pratiquement les mêmes personnes qui se retrouvent pour la plupart, parce que nous sommes jeunes et nous suivons de près tout ce qui se passe sur les réseaux. La plupart du temps, c'est ces mêmes personnes-là qui aujourd'hui, c'est celui-ci qui a contre-attaqué celui-ci, et après, c'est l'autre qui est en prison. Après, le lendemain, c'est l'autre qui est en prison. Est-ce que quelque part, on pourra aussi dire que la responsabilité des dirigeants en termes de la pédagogie manque un tout petit peu, parce que on s'en rend compte que l'État, sinon la police et tout ce qui va avec, intervient que pour frapper et quelque part aussi jeter les gens. Est-ce qu'il y a un monitoring qui est derrière, qui se fait?
Il faut dire que l'avènement des réseaux sociaux a donné naissance à l'avènement d'énormément d'écarts de conduite. Et est-ce que les autorités n'ont pas su anticiper sur cela? Je ne sais pas. Ok. Mais par exemple, actuellement, j'ai eu du mal à sortir en fait une loi parce que il y a en fait une différence entre les poursuites relatives à la diffamation et les poursuites relatives à l'utilisation même des outils du digital. Ok. Je me serais gouré complètement si je vous sortais par exemple la loi de 2018-026 qui organise la mauvaise utilisation des instruments digitaux. On met ça sous le sceau de la cybercriminalité. En réalité, à l'heure actuelle, c'est l'une des seules lois au Togo qui encadre l'utilisation de l'outil digital. Ouais. Maintenant, il serait important d'établir une corrélation entre l'utilisation de cet outil digital et les dérives qui ont cours sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'il faut établir cet écart? Le lien. Parce que quand vous prenez la loi en elle-même, la loi de 2018, il est directement cité des éléments. Alors le législateur à l'époque pensait qu'il répondait complètement à la question. Alors que la grande consommation des réseaux sociaux est apparue à partir de 2020, si je ne me trompe pas, avec le Covid. Le Covid. Donc dans cette période, les réseaux sociaux, surtout TikTok, ont connu un fort succès. Entre-temps, le législateur n'est pas revenu vraiment pour édicter des normes relatives à cette utilisation. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'établir des corrélations entre l'utilisation de cet élément, la loi, et maintenant les infractions qui existent. Alors, sur la question de pédagogie, je crois qu'on sera toujours demandeur de l'aide des autorités publiques. Qu'on le veuille ou pas, c'est leur responsabilité. C'est vrai que la population a sa partition à jouer, mais au-delà de tout, c'est l'autorité qui, excusez-moi la répétition, c'est l'autorité qui dispose de l'autorité. La société n'a pas cette autorité. Nous avons donné l'autorité, nous avons cédé l'autorité par mandat au pouvoir en place. Et donc, c'est eux qui, à un moment, doivent dire « ça y est, c'est bon, vous avez assez commis de gaffe, il faut que nous revoyons la façon dont on utilise ces éléments. » Donc, pour revenir un peu sur les questions de diffamation, vous reverrez que la plupart des gens ne passent sous le coup de la loi que sur la base de l'infraction de diffamation. Oui. Alors qu'il y a énormément d'infractions d'utilisation du numérique qu'on ne touche pas. Donc, il faut revoir aussi notre façon de communiquer. Il faut revoir, je le disais tantôt, la jeunesse aujourd'hui est en quête de liberté et ne veut pas avoir de la censure morale. On pense que tout ce qu'on a envie de dire est bon à dire. On pense que notre point de vue, nous devons le transmettre, peu importe la façon, alors qu'il existe un choix de mots qui est impératif, surtout quand on s'adresse à une personne qui a aussi des droits. Super. Alors, le temps est pratiquement parti. On va finir, on fait le tour de table aujourd'hui. Quel serait donc ton mot à l'endroit de tous ces jeunes-là qui nous suivent dans cette émission et qui font naturellement usage de ces réseaux sociaux? Est-ce qu'on va finalement faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait et de là où on est, de ce qu'on poste, etc. Très attention parce que tout ce que nous postons ou publions, nos interactions sur les réseaux peuvent jouer à notre défaveur. Voilà. Donc c'est très important de s'enquérir des tests qui régissent l'utilisation du numérique. Très important. Il faut prendre le temps de les lire et faire attention. Quant à la création des contenus que nous faisons sur nos différentes plateformes, c'est pas seulement TikTok, toutes les autres plateformes. Très attention parce que il y a ces outils-là qui sont là. Il y a l'intelligence artificielle qui est à nos portes et les atteintes ou comment dire les risques liés à ça sont encore plus grands que ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est très important, comme Gédéon l'a dit tout à l'heure, que l'autorité prenne la responsabilité de faire de la pédagogie dès le bas âge pour que les gens puissent grandir avec cette culture de faire attention sur le numérique. Charlotte. Oui. Pour moi, je pense que les jeunes doivent s'informer au-delà du divertissement qu'on a sur les réseaux sociaux et autres. Les jeunes doivent vouloir s'informer, apprendre sur les lois et sur les risques qui va à l'ensemble de l'utilisation de ces réseaux sociaux. Nous devons vérifier aussi les informations que nous postons. Nous devons respecter ces personnes, devons respecter en fait l'audience qu'on a et aussi être prudent sur les propos diffamatoires. Quand on sait qu'on est créateur de contenu, il faut savoir diriger en fait sa création. Donc il faudrait que nous puissions nous imprégner de cette pédagogie-là, que nous-mêmes nous puissions apprendre de nos erreurs pour ne plus les reproduire plus tard. Super. Gédéon, on va finir avec toi.
Bien, comme tous les autres l'ont déjà dit, il s'agirait de beaucoup répéter ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Mais à quelque part aussi, pour moi, ça me tient particulièrement à cœur. Il y a une forme d'abandon de la responsabilité de certains parents. Je le dis et j'insiste là-dessus. Parce que pour des personnes adultes, il y a des choses qu'on peut se permettre. Mais de plus en plus, on voit que les réseaux sociaux intéressent des jeunes, des personnes de très bas âge. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait pour que ces personnes ne deviennent pas de façon précoce des dangers pour la société? Donc, au-delà de la responsabilité de l'État, je crois que chaque citoyen a l'obligation de veiller à ce que les personnes vulnérables de notre société aussi puissent être protégées par contre les méfaits qu'engendrent les réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, que chacun puisse par lui-même réfléchir à ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Alors, merci madame, messieurs, d'être passés sur notre antenne et d'avoir donné de votre temps pour que nous puissions ensemble échanger autour donc de ce thème. Et j'espère que ce ne serait pas la dernière fois qu'on se retrouve ici. On se retrouvera certainement sur d'autres thématiques également pour continuer par inspirer les jeunes. Alors nous faisons une toute petite pause et nous recevons l'invité du jour. À tout à l'heure. Nous recevons pour vous sur ce plateau Mélodie Afi Vincent, elle est hôtesse de l'air. Mélodie, ça fait un plaisir de te retrouver sur le plateau. Ça va? Oui, ça va. Merci de m'avoir invité. Alors, quand on parle d'hôtesse de l'air, d'abord, en un premier temps, tu vas davantage te présenter à nos téléspectateurs le parcours de Mélodie. Est-ce que nous pouvons en savoir un tout petit peu? Ok. Donc, je m'appelle Vincent Afi Mélodie. Je suis togolaise, hôtesse à Sky. Parlons de mon parcours, j'ai eu un bac D. Et je suis titulaire d'un master en marketing management. Et si vous voulez savoir le type de formation... On veut tout savoir. qu'il faut faire avant d'être hôtesse, je dirais, par rapport à Sky, il n'y a pas une formation particulière à faire pour être hôtesse de l'air. Sky demande juste à toute personne voulant être personnel navigant de cabine d'avoir au moins un BTS et ce, peu importe la filière. Donc, peu importe la filière. Peu importe la filière. Et c'est après recrutement qu'on va vous former. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, ce que je voudrais savoir tout de suite, c'est que comment ça a été avant que tu ne sois sélectionné, comment la formation a été faite et sur quelle base la sélection a été faite? Est-ce qu'on a tenu compte de la taille? Souvent on dit ça, il y a la taille qu'on prend en compte. Je ne sais pas si on prend en compte aussi le teint pour choquer un peu. Voilà, quels sont les critères qui ont amené jusqu'à la sélection de Mélodie aujourd'hui en tant que hôtesse de l'air? D'accord. Déjà dans l'annonce de recrutement, il précise certains critères comme l'âge, il faut être majeur, le niveau scolaire, comme je l'ai dit tantôt, avoir au moins un BTS. Il y a le critère taille, le critère bilingue. La taille minimum 1m70. Mais bon, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Sinon, en même temps, des gens commencent à pleurer à la maison. Ceux qui rêvent de devenir comme Mélodie, allons-y. Il y a des exceptions. À part ça... Est-ce qu'on doit être bilingue? Oui, je l'ai dit, il faut être bilingue. Tant mieux. Maintenant, si vous êtes polyglotte, tant mieux. Et à part ça, l'un des premiers tests à Sky, je parle toujours d'Sky parce que je ne peux pas parler pour le compte des autres compagnies. L'un des premiers tests pour Sky, c'est la natation. Waouh. Oui. Donc, si vous ne savez pas nager... Donc, si la personne ne sait pas nager... Oh, s'il vous plaît, c'est même pas la peine. Je vous conseille d'apprendre à nager. Est-ce que derrière ce test-là, on estime qu'à tout moment, tu peux tomber de l'avion et tu dois chercher à te... Parce que je comprends pas. Tu dois être en l'air, mais on te teste dans l'eau. Oui. Le truc, c'est qu'en aviation, on sait quand on décolle, mais on ne sait jamais où on va atterrir. Donc,
on ne le souhaite pas, Oui. on touche du bois, mais on peut faire ce qu'on appelle un ditching, c'est-à-dire un crash sur l'eau. Ok. Et même si vous ne pouvez pas secourir tous les passagers, au moins on dit sauve-toi toi-même, n'est-ce pas? Oui. Vous allez essayer de nager et vous sortir d'affaires. Donc pour Askai, le premier test, c'est la natation. Super. Et il faut faire de 50 mètres en moins de 2 minutes ou 2 minutes maxi. Waouh. Waouh. Alors, quand on parle de hôtesse de l'air, Mélodie, dites-nous, sur ce plateau, ça représente quoi? Quelles sont les responsabilités, les tâches? D'abord, qui appelle-t-on un hôtesse de l'air et quelles sont les responsabilités qui l'incombent? Ok. On appelle hôtesse de l'air, d'autres diront stewards. Ok. Mais moi, j'aime souvent dire personnel navigant de cabine, car c'est le terme qui englobe l'aspect féminin et l'aspect masculin. Donc, EPNC... Il y a aussi des hommes qui sont hôtesses de l'air. On les appelle communément stewards. Les stewards. Ok. J'apprends. Allons-y. Donc, EPNC, toute personne qui travaille à bord d'un avion. Ok. Et la responsabilité première du PNC, c'est la sécurité à bord et la sûreté. D'autres se disent, quand tu es PNC, c'est d'abord le commercial. Le commercial, c'est-à-dire donner de la nourriture, chauffer, donner des boissons. Alors qu'on peut faire aujourd'hui un vol, même si c'est 2 heures de temps, sans donner de nourriture. Juste à titre d'exemple, en cas de turbulence. Ok. Vous restez assis, parce que c'est la sécurité qui prime. Donc c'est ce que je peux dire sur les principales responsabilités du PNC. Vraiment la sécurité. Parce que les passagers paient leur billet, c'est pour arriver en Donc vie. c'est vous qui assurez leur sécurité. C'est toute une chaîne de valeur. Ok. À bord quand même, ça revient au PNC et au PNT aussi. Ok. Alors Mélodie, peut-être avant de laisser Mince vous voudrait poser une question. Mais qu'est-ce qu'on met Ok. dans sécurité en fait? Ok. Voilà. D'accord. Dans sécurité, à Sky, il y a la notion de procédure. Vous devez respecter toutes les procédures établies par la compagnie. C'est-à-dire, à titre d'exemple, vous arrivez à bord d'un avion. D'abord, tous les avions sont immatriculés différemment. Et les équipements peuvent différer d'un avion à un autre. Quand je parle d'équipement, c'est tout ce qu'on peut utiliser pour éteindre un feu. L'oxygène, au cas où quelqu'un aurait besoin d'oxygène. Les équipements qu'on utilise pour lutter contre le feu. Pour lutter contre le feu, ce qu'on porte, on appelle ça un PBI. C'est différent de tout ce qui est inspecteur. La sécurité intervient dans le sens où on doit vérifier la conformité des équipements, leur date de validité, si ça n'a pas été ouvert, le nombre, pour s'assurer que ça respecte au fait ce que le concepteur de l'avion a prévu pour cet avion. Ça diffère de chaque avion. Ça diffère de chaque avion. Maintenant, le côté sûreté. Vous voulez que je... Bien sûr, allons-y. Ou bien... Non, c'est bon, on y va. Ok, le côté sûreté, c'est vraiment pour éviter tout acte illicite. Vous savez aujourd'hui que nous ne sommes pas à l'abri des attaques, les hijackings. En général, les terroristes aiment beaucoup prendre d'assaut les avions. Donc la sûreté intervient dans le sens où on doit vérifier à chaque débarquement, à chaque transit par exemple, si personne n'a laissé une valise à bord. Ok. On vérifie les pochettes pour voir si on n'a rien laissé de suspect. Toujours. Ok. Donc ce sont quelques exemples du volet sécurité et sûreté. Alors, Mélodie, d'abord, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a motivé à aller vers ce métier de test de l'air? Est-ce que ça a été une inspiration depuis tout petit? Quelqu'un t'a inspiré à aller vers là? Et dites-nous, la première fois où tu devrais te retrouver dans cette posture, dans un vol, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été naturel? Tu étais là tranquille, bien habillé, comme si de rien n'était? Raconte-nous un peu, on a envie de vivre ça. Ok, pour la première question, ce qui m'a poussé vers l'aviation, et plus précisément le métier de PNC, j'aime découvrir de nouvelles choses. Ok. Donc c'est un métier qui vous permet quand même de découvrir des pays pendant vos temps de repos.
Je le précise. Parce que, encore une Pendant fois, votre temps de repos. vos temps de repos. Encore une fois, dans nos opérations, par exemple à Sky, nous dormons juste en off station ou bien dans d'autres pays une nuit. Vous imaginez, des fois, on arrive peut-être à 19h pour repartir on se réveille pour repartir à 5h, 6h. 19h pour Des fois, repartir, 3 5h, heures. 6h, 3h Oui. du matin. Oui, donc c'est pas forcément évident de découvrir des pays. Des pays. Je parle de repos quand vous avez peut-être des congés, parce que on a la chance d'avoir des Donc vous avez billets la possibilité réduits. des ouvertures et Voilà. tout. Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect de découvrir d'autres horizons, parce que ça permet quand même d'avoir un peu plus de culture. Et La première fois. première fois à bord d'un avion, j'avais pas peur, j'étais très à l'aise et en même temps stressée parce que je n'étais pas là en tant que passagère. J'étais là en tant que employée, chargée de la sécurité, la Debout ou sûreté assise? C'est commerciale. debout ou assise? C'est de façon alternée. Ok. En embarquement, vous restez debout. Oui, Ok. pour accueillir les passagers, leur montrer comment positionner leur bagage. Et pour le décollage, vous êtes assis. Après le service, vous êtes assis. Donc, c'est de façon alternée. Mais j'étais à la fois, c'est un peu paradoxal, calme et stressée. Parce que je n'étais pas longtemps que passagère encore une fois. J'étais là, je devais travailler, tout allait vite. Je trouvais que tout allait vite. Donc, c'est un peu ça. Charlotte, tu as une question peut-être pour Mélodie? Une question, elle vient de dire qu'elle ne passe que peut-être une nuitée dans des pays qu'elle découvre, mais comment se passe la vie d'une hôtesse de l'air? Ça doit être hyper compliqué en Est-ce que fait. tu as une vie en plus? Voilà. On a envie Peut-être facile, plutôt. Oui. Voilà. Mais Je dis compliqué ou peut-être intéressant. Ouais. Ok. ou bien la vie, c'est dans l'air. Votre vie. Bon, la vie d'une hôtesse de l'air, elle est passionnante. Bon, ça, Elle est naturellement, passionnante. on s'attend à cette réponse. Oui, maintenant, oui. au-delà de ça. Au-delà de ça, il y a de très très fortes chances que vous ratiez les événements importants de la vie de vos proches. Waouh. Parce qu'on vous paie pour voler. Ouais. Waouh. Donc, vous allez certainement, à 99% des cas, rater des événements très importants. Et des fois, la vie sociale prend un peu un coup. Les montées, atterrissages ne sont pas forcément faciles. Ça peut fatiguer le corps. Donc, quand vous rentrez, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de sortir. Donc, des fois, on a un peu tendance à rester dans notre coin. Alors, Juste pour se reposer. mince, je vois qu'il y a plusieurs questions à la fois. Mais Mélodie, on a tendance, et souvent, et c'est ce qui se dit, hein, comme aujourd'hui on est sur ce plateau, moi je vais te dire ça. J'espère que les téléspectateurs ne nous suivent pas. Souvent, on dit, les gens ne suivent pas, hein, on dit souvent que les hôtesses de l'air, en fonction de ces réalités, ils n'ont pas une vie relationnelle, une vie conjugale stable. Oui. Est-ce que c'est en fonction de ce que vous vivez au quotidien? C'est ça qui fait que très souvent ça prend beaucoup de coups, ça fait que des relations la plupart du temps sont très instables parce que les gares pour nous, mais c'est compliqué, hein, pour un homme de te voir tout le temps, tu viens fatigué, se reposer le lendemain, tu disparais encore et c'est parti encore pour quelques jours. Donc, je ne peux pas parler au fait pour le compte des personnes qui sont mariées parce que je ne le suis pas. Ok. Mais il y a beaucoup de collègues parmi nous qui sont mariés. D'autres entre PNT, PNC, d'autres entre PNC, PNC, d'autres entre PNC et une personne qui n'est pas forcément dans l'aviation. Je ne peux vraiment pas parler pour eux, mais je peux dire que ce n'est pas facile. Il faut quand même que le conjoint puisse te faire confiance et comprendre les exigences de ton métier. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Moi, c'est une question. Voilà, moi j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a une relation entre est-ce qu'il y a une exigence côté physique? Parce que je vois que 100% des hôtesses, elles sont charmantes, très bien. C'est un compliment. Et très bien. Elles s'habillent aussi très bien. Voilà. Merci. Est-ce que c'est une exigence avant d'être engagé? Bon, avant d'être engagé, Ouais, voilà. il y a l'interview. Donc, disons que l'interview, même dois si déjà- on n'est pas du genre à bien s'apprêter ce jour-là, il faut faire un effort. Ok. Parce que ça peut Toujours. Ça peut faire basculer. basculer les la choses. balance Ça joue en votre beaucoup. faveur. Et les exigences
en matière de forme, je pense que oui, certainement c'est dans toutes les compagnies. Parce que quand même, ce qu'on appelle nos jump seats, les sièges pour les PNC, ça a une taille, moyenne. Ok. Donc, imaginez 2 PNC imposants sur un jump seat. Sans discrimination. Sans discrimination. Oui. Ce n'est pas forcément évident. Voilà pourquoi il y a des exigences par rapport au mois et la forme. Essayez de vous maintenir, tout simplement. Voilà. Alors, est-ce qu'il arrive aussi à un moment donné qu'on puisse remercier des hôtesses pour n'avoir pas gardé leur ligne? Je veux parler de la forme, par exemple, à un moment donné, et la personne commence par prendre du poids. Est-ce que ça peut jouer sur sa carrière? Est-ce qu'à un moment donné, on peut libérer quelqu'un? Peut-être il a eu un handicap physique, je dis n'importe quoi. Est-ce que ça peut jouer à un moment donné sur le contrat? Ok, donc vous avez évoqué 2 points. Le premier point, si la personne prend du poids. Et le deuxième point, si la personne, au cours peut-être d'une activité, a eu un problème physique. Donc le premier point. À Sky, je ne peux pas parler pour le compte des autres compagnies parce que c'est ma première compagnie. À Sky, on n'a jamais renvoyé personne parce qu'il a pris du poids. Personne. J'espère que ça ne va pas arriver. Et le deuxième point, si vous avez un handicap, vous ne pouvez pas être PNC. Parce qu'au-delà de tous les tests, interviews, il y a la visite médicale. Il y a encore une fois la notion de sécurité. Vous devez vous-même être dans une posture. En cas d'évacuation, on suppose que vous êtes une personne à mobilité réduite. C'est difficile au fait d'engager une évacuation. Donc, dans ce cas, la compagnie va vous trouver un poste au sol dans le meilleur des cas. Super. Surtout si c'est un accident de travail. Mince, on a encore quelques 2 minutes sur ce plateau. Souffrant que je pose cette question. D'abord, Mélodie, est-ce que c'est déjà arrivé où en plein vol, vous avez rencontré une difficulté majeure depuis que tu as commencé? Est-ce que tu as, au-delà de ce que nous voyons à la télé, est-ce que toi-même tu as eu à expérimenter un cas de stress? Pas possible. Où tu t'es dit, pas possible, où tu t'es dit, Seigneur, qui m'a envoyé ici? Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, et ça, bon, je vais vous raconter 2 expériences si vous le permettez. C'était un vol sur, si je ne me trompe pas, Ouaga-Niamey. Mais bon, disons, je vais juste parler du temps de vol. C'était un vol de 1h10. Quand vous entendez 1h10, ça semble long, mais ce n'est pas du tout long quand il s'agit d'avion et de tout ce qui concerne la notion de service. Donc, on était resté assis pendant près de 40 minutes sur 1h10 parce qu'on traversait une zone de turbulence. Et au départ de Lomé, on avait eu un retard. Donc, à un moment donné, il fallait quand même faire le service. Et c'était vraiment stressant parce que c'était difficile de faire la procédure normale. Parce que pendant le service, vous devez vous rappeler aussi qu'il y a l'atterrissage. Là vient encore la sécurité. Vous devez tout ranger rapidement avant l'atterrissage. Donc, c'était pas très évident. On a fait comme on a pu. Mais Dieu merci, les passagers ont quand même compris. Et à la fin, ils étaient très contents. Ils nous ont remerciés et ils nous ont même dit que ce n'était pas évident. Surtout pour les habitués. Le deuxième cas, c'est par rapport à l'utilisation des toilettes à bord. Pour ceux qui sont peut-être habitués, il y a une phase de vol dans laquelle personne ne doit plus se lever. Sauf le PNC, et ça c'est dans les cas extrêmes. Parce qu'arrivé à un moment donné du vol, on confirme au commandant que tout est sécurisé pour l'atterrissage. Que tous les passagers sont assis, ceinture attachée, bagages bien rangés, galet. Le galet, c'est là où on range tout ce qui est équipement commercial, comme les trolleys ou dans lesquels il y a de la nourriture et des boissons. Et malheureusement, dans certains cas, pendant ces phases, il y a des passagers qui veulent utiliser les toilettes. On est tous humains, ce sont des besoins physiologiques, mais vraiment, ce n'est pas évident pour nous, PNC, parce que quand on leur explique, ils ne comprennent pas, mais c'est vraiment pour leur sécurité. Parce qu'en cas de problème, si les assurances viennent vérifier, ok, c'était à quelle phase du vol. Mais la faute est à qui, en fait? Oui, la faute est à qui. Des fois, c'est vraiment compliqué. Ça peut sembler abstrait comme ça, mais dans la peau du PNC, quand vous savez qu'il y a la sécurité, votre sécurité, la sécurité du passager,
c'est vraiment pas évident et des fois les passagers ne comprennent pas cela. Mais c'est une dernière question pour finir cette émission. Alors, moi, la question c'est quelle est la relation entre le pilote, enfin ceux qui sont dans la cabine et les hôtesses et stewards. Ok. La relation, c'est l'équipage. Nous formons une famille à bord parce que quand ça chauffe, on va tous y passer. Donc du coup, moi je dis souvent, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on doit se respecter et faire ce pourquoi on est à bord. Super. Vous voyez, donc à bord, que je n'aime pas ta tête ou pas, l'essentiel c'est que je te respecte, que je fasse mon travail, que tu fasses ton travail en harmonie, afin qu'on puisse atterrir et décoller sans problème. Donc je dirais que la relation est vraiment fusionnelle, parce qu'on doit tous collaborer afin que le vol se passe bien. Du coup, le pilote, c'est le patron des stewards et des hôtesses, le commandant de bord, c'est le chef à bord. Oui, c'est à lui que reviennent les décisions les plus importantes. Mélodie, nous sommes donc arrivés à la fin de ces temps d'échange. On aurait aimé passer toute une éternité à te décortiquer. Quel serait ton mot de fin et également quelle est ta vision à long terme en tant qu'hôtesse de l'air? Ok, mon mot de fin, c'est vraiment vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui de parler un peu de ce métier d'hôtesse de l'air qui semble des fois si inaccessible et abstrait. Merci. Et pour tous ceux qui rêvent d'être hôtesse de l'air, en tout cas à Sky, je vous suggère d'ores et déjà d'apprendre à nager et de parler un peu anglais. Et encore, merci à tous les invités. Et ma vision en tant que PNC, à Sky, le plan de carrière que nous avons, présentement, je suis ce qu'on appelle PNC Lambda. Donc, après PNC Lambda, il y a ce qu'on appelle les lead cabin crew, c'est-à-dire les chefs à bord, PNC, des PNC, et après ça, instructeurs des PNC. Donc, ma vision, c'est vraiment de gravir les échelons, pouvoir atteindre le rang d'instructeur, parce qu'il y a beaucoup à apprendre, vous ne pouvez pas l'imaginer. On essaie de l'imaginer. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Merci donc en tout cas à Mélodie d'être passée sur notre plateau dans EcoJona sur New World Economy. Merci Nance pour le temps qu'on a partagé. Merci Charlotte d'avoir également donné ton temps aujourd'hui. Un coucou spécial donc à Gideon, on m'a donné, qui a cédé sa place à Mélodie. Il a fait le gentleman aujourd'hui. Vous avez tout compris. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Appelez-moi Coco. On se retrouve la semaine prochaine, même heure sur New World Economy pour continuer par vous inspirer. Au revoir.